Donc, vous allez avoir, est-ce que voilà, vous allez peut-être avoir une indication comme quoi vous acceptez l'enregistrement ou pas. Et puis, je couperai l'enregistrement au moment de la discussion. Tu peux y aller, Tout à fait. Marie. Bonsoir, justement, j'ai été très bien présentée par Sophie qui me connaît très bien aussi. Je suis très contente de pouvoir participer aujourd'hui à cette activité pour essayer de faire le lien entre ce qu'on appelle les connaissances situées et la recherche impliquée qui est très chère à nous en sociologie clinique. Alors, l'implication dans la recherche, donc vous en avez tellement bien parlé, je voudrais juste souligner que toutes les recherches sont impliquées, toujours, les recherches se sont toujours impliquées au sens qu'on a toujours une part de soi qui est à l'œuvre dans la recherche, qu'on met dans la recherche, ou du moins je préfère dire qui est à l'œuvre parce que parfois c'est à notre insu. Et c'est la part subjective, hein, justement, que certaines approches ont essayé de mettre à la porte et que justement la sociologie clinique remet au centre en disant, ben oui, on est des êtres humains, des objets parlants, on est des êtres dotés d'une subjectivité qu'on ne peut pas complètement nier dans la recherche. Donc, la recherche clinique, ce n'est pas uniquement une recherche impliquée comme toutes les autres, c'est surtout une recherche où on analyse cette implication. Moi, je dirais que c'est surtout ça qui fait la particularité de la recherche clinique par rapport à d'autres courants, comme on va le voir aussi en connaissance située. Donc, en plus de visibiliser le point de vue des chercheurs, de dire qu'on est insider ou outsider, etc., la démarche de l'analyse de l'implication permet de voir ce que ça fait finalement à la recherche, à la connaissance construite d'être insider ou d'être outsider. Alors, Devreux propose alors d'analyser le transfert et le contre-transfert dans cette recherche. Et nous, les cliniciens et cliniciennes, on reprend beaucoup ces termes-là. Le transfert, c'est-à-dire tout ce que les autres projettent sur moi, disent de moi, etc. Quelle place je prends pour ces personnes-là. Et puis, le contre-transfert, c'est au contraire tout ce que moi, en tant que chercheuse ou intervenante ou formatrice, je vais projeter sur les autres. Et tout ça est analysé, ce qui permet aussi de comprendre finalement cette affaire de relation de recherche, cette intersubjectivité dans laquelle est co-construite la connaissance, le savoir, hein, comme l'analyse des chercheurs comme Broda et Roche. Le savoir est co-construit et donc, l'implication de la recherche nous parle non seulement de cette relation de recherche en soi, qui a une vraie rencontre hein, et qu'on aime bien prendre le temps d'analyser en sociologie clinique, mais aussi quel type de savoir cette rencontre permet de construire ou de co-construire. Alors, dans mon cas en particulier, j'ai dû, dans mes recherches à Paris 7 justement ou à l'Université de Lausanne en études de genre, analyser mon implication dans mes recherches en général, qui se passaient en général auprès des femmes, surtout des femmes haïtiennes, il y avait aussi des femmes françaises, euh, pour analyser leur vie au travail, leur vie dans la migration et parfois leur vie familiale. Et j'ai continué un peu plus ou moins dans les mêmes thèmes, hein. Figurez-vous que par exemple actuellement je fais une recherche sur les parents en migration et c'est de manière générale et je suis dans une association qui accueille des personnes, hein, des hommes, des femmes, et je me retrouve à la deuxième séance avec uniquement des femmes. Les hommes qui étaient là, soit n'avaient pas d'enfants ou ne savaient pas qu'ils en avaient, je ne sais rien. Et à la deuxième séance, ils ont tous décidé qu'ils n'avaient pas envie de venir, alors que les femmes qui sont venues à la deuxième séance, parfois, n'avaient pas d'enfants, mais elles pensaient que ça les concernait. Donc, je pense que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais donc, ça veut dire que même quand j'essaie de bouger quand même, finalement, je me retrouve avec des groupes de femmes, quoi. Et alors, pour ma thèse, je suis partie d'un constat. J'ai analysé le fait que beaucoup de femmes paysannes en Haïti laissaient le milieu paysan pour aller à Port-au-Prince et dans le cadre de cette migration interne, elles devenaient des travailleuses domestiques. C'est leur travail qui permettait aux femmes des villes de s'investir dans un travail plus valorisé, etc. Et aussi d'accéder à la migration internationale. Sauf que ces femmes qui étaient patronnes dans leur pays, quand elles arrivent à Paris, elles deviennent à leur tour travailleuses domestiques. Et bien sûr, c'est leur travail domestique qui permet à d'autres femmes, les femmes françaises, de la classe moyenne, blanche, etc., d'accéder finalement à une vie professionnelle plus épanouie, de leur confier leurs enfants, leurs parents âgés, etc. Et donc, du coup, j'ai analysé alors
toute cette chaîne de travail, travail domestique, travail non domestique, de migration, migration interne, migration internationale et de substitution, où s'articulent plusieurs rapports sociaux. Donc, j'ai regardé le genre, la classe, les rapports de race, les rapports nord-sud, toutes ces questions de colonialité, et les rapports urbains-ruraux qui, dans certains pays, n'ont pas forcément beaucoup de sens, mais en Haïti, veut dire beaucoup de choses quand même, le fait d'être du milieu rural ou du milieu urbain. Et dans une démarche clinique, j'ai aussi regardé les processus de subjectivation de ces personnes qui, comme vous le savez, essaient de faire quelque chose de ce que ces rapports sociaux ont fait d'elles. Alors, j'ai questionné 5 catégories de femmes, bien sûr, ces femmes paysannes, celles qui travaillent comme travailleuses domestiques à Port-au-Prince, celles qui emploient ces travailleuses domestiques, celles qui sont migrantes à Paris et aussi les femmes françaises qui les emploient, ce qui fait 5 catégories de personnes. Vous imaginez que ça fait 5 types de relations de recherche différentes et peut-être 5 types d'implications différentes dans ces relations de recherche, individuellement ou en groupe, hein, comme je construis les cadres à chaque fois. Et donc, finalement, à chaque fois, j'ai dû analyser qu'est-ce que ça fait d'être dans des relations avec ces personnes-là, soit dans un groupe ou de manière individuelle. Alors, la clinique m'a très bien aidée dans tout ça par rapport à tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, mais finalement, j'ai dû aussi chercher ailleurs autre chose pour analyser cette implication. Parce que la clinique, autant elle analyse l'implication, autant peut-être que la dimension sociale de l'implication, elle n'est pas, pour moi, hein, elle n'est pas suffisamment analysée. On regarde beaucoup les sentiments des chercheurs, leur histoire personnelle, familiale, leur rapport avec leur famille, etc. Donc, le niveau micro, hein, mes sentiments dans cette recherche est analysé. Le niveau macro, voilà, mes relations familiales, mais voilà, la relation de recherche est analysée. Mais quelle place j'ai dans les rapports sociaux qui déterminent mes rencontres avec ces personnes-là? Moi, je trouve qu'en général, dans ce que je lis sur sur la clinique, cet aspect-là n'est pas suffisamment analysé. Donc, du coup, je me dis que l'implication sociale, elle est parfois citée, mais je trouve qu'elle ne fait, elle n'est pas suffisamment analysée, alors qu'elle fait partie, quand même, on fait partie des rapports sociaux. Quand on est sur le terrain, on est catégorisé, on est enfermé dans des cases, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, hein. Sauf que ces cases-là dans lesquelles on est enfermé déterminent qui on est, pourquoi on devient chercheur et quelle position on a dans le monde de la recherche, dans le monde académique et quelle est la légitimité de notre parole, de notre rapport à la science et de notre apport à la science. Donc, du coup, cette forme d'implication dans la recherche, il faut la visibiliser, il faut aussi trouver des outils pour l'analyser. Alors moi, du coup, j'ai regardé la place des chercheurs, et la mienne aussi, dans les rapports sociaux, et je me suis référée à plusieurs recherches, hein. Par exemple, les études féministes ont analysé la place des femmes dans les rapports sociaux. On disait, par exemple, Isabelle disait, ben, est-ce qu'il y a encore de la place pour les outsiders dans la recherche? Ben, en tout cas, avant ces mouvements, c'était surtout les outsiders qui pensaient, quoi. Par exemple, jusqu'aux années 70, c'était tout à fait normal que toutes les recherches faites d'ailleurs rarement sur les femmes soient faites par des hommes, quoi. Les recherches féministes, Nicole Claude Mathieu, Colette Guillaumet ont défendu le fait qu'il fallait qu'il y ait aussi des femmes dans les recherches faites sur les êtres humains ou voire sur les femmes en particulier. Des recherches sur la classe sociale, hein, voilà, la classe sociale, le fait que finalement, dans le milieu de la recherche, on est principalement des personnes de classe moyenne ou bourgeoise, etc., des héritiers, comme le dirait Bourdieu. Tout ça a des impacts sur la recherche, sur les choix méthodologiques, les choix épistémologiques. Quel type de rapport on va avoir avec les personnes qu'on rencontre? Comment on va leur permettre de participer à la recherche par rapport aux expériences sociales qui nous est familière, etc. Et puis, sa condition raciale, l'ethnicité, dans la plupart des cas, dans la plupart des pays du monde, c'est des hommes blancs pendant longtemps, c'est des personnes non racisées ou du moins racisantes qui ont fait la recherche, qui ont été dans toutes les sphères les plus euh, les sphères supérieures de la recherche et à tous les niveaux de production du savoir et qui ont été aussi reconnus comme seuls chercheurs légitimes pendant longtemps, ben, en France en tout cas aussi.
Et ce qui a porté depuis longtemps des chercheurs comme Fanon, Césaire, Mémy à critiquer cette colonialité du pouvoir. Et donc, moi, j'ai toute une liste de chercheurs comme ça qui ont critiqué le fait que par rapport aux rapports sociaux, les personnes insiders euh, n'avaient pas le droit de participer à certaines formes de recherche. Alors, ces personnes critiquent ce qu'on va appeler la face idéologique de la domination. Ils montrent que la domination, elle n'a pas uniquement une dimension matérielle. On n'est pas uniquement dominé dans le travail, par exemple. On est aussi dominé dans les sphères de la pensée. Le fait que les personnes dominées ont été longtemps dépouillées des armes pour produire de la connaissance, ou du moins qu'elles étaient délégitimées, hein, leur connaissance n'avait pas de légitimité, ou du moins que leur apport a été invisibilisé, etc. Donc tout ça a déterminé quand même pendant longtemps la production de la recherche jusqu'à présent. Et du coup, il y a eu plusieurs différents mouvements sociaux pour que ces choses changent. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça fait concrètement dans la recherche? Le fait que la recherche soit produite en général par des personnes qui croient qu'elles sont les seules à être légitimes, ou du moins que d'autres personnes qui vivent une situation ne puissent pas avoir droit à la parole pour analyser cette situation. En fait, ça a eu beaucoup d'impact dans la recherche. Et du coup, dans le cadre de ma recherche sur les femmes haïtiennes dans la migration en France, j'ai plus ou moins essayé de catégoriser 4 formes d'implication dans la recherche. J'ai regardé à la fois l'implication des, on va dire, de chercheurs dominants auprès d'un groupe social dominant, comme c'était souvent le cas. Et puis, j'ai regardé la recherche par des groupes dominants sur des groupes dominés. Alors ça, c'est très généralisé. Et puis, j'ai regardé les recherches des personnes dominées auprès de personnes dominantes. Par exemple, quand moi, je vais faire mes recherches avec des personnes blanches, etc., les femmes françaises, etc. Et puis, il y a les recherches des personnes dominées auprès d'autres personnes dominées. Alors ça, c'est encore, je ne dis pas que c'est plus rare, mais c'est encore plus compliqué. Et souvent, bien sûr, ça détermine la relation de recherche, ça détermine le savoir, mais ça détermine aussi la légitimité du savoir qui est co-construit, comme j'ai dit, la légitimité par exemple, si je produis un article, comment il sera reconnu. Mais ce que j'ai regardé aussi, c'est que ça peut aussi déterminer la légitimité même du chercheur dans la relation de recherche. Par exemple, j'ai fait mes recherches avec les patronnes françaises et je les ai questionnées parce que c'est des femmes. C'est des femmes aussi, c'est des femmes. Comme moi, on ne peut pas se dire féministe, analyser le travail domestique ou gratuit ou payé, et faire comme si ces femmes, sous prétexte qu'elles seraient blanches, ne vivent aucune domination au travail. Donc, je me dis, mais non, pas du tout, c'est des femmes. Je vais les questionner pour comprendre d'ailleurs qu'est-ce qui, dans leur travail à l'extérieur et dans leur rôle dans leur maison, les porte à avoir chez elles des personnes pour faire le travail domestique, pour s'occuper de leurs enfants, etc. Donc moi, je ne vais pas les voir en leur disant, ah ben oui, c'est des personnes dominantes, rien à se dire, je ne les écoute pas, ou du moins je les écoute, mais je ne fais pas, en fait, je ne respecte pas leur point de vue, non, pas du tout. Par contre, quand j'arrive sur le terrain auprès de ces femmes, je m'attends à ce qu'elles me parlent donc de, de leur vie, de leur vécu de personnes dominées et qui sont obligées, entre guillemets, mais d'employer d'autres personnes. Et bien, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. La plupart d'entre elles prennent leur temps de préférence pour analyser la relation de travail qu'elles ont avec ces femmes haïtiennes qu'elles questionnent. Alors, est-ce que c'est parce que je suis haïtienne moi-même? Peut-être, mais quand elles me voient, elles n'analysent pas leurs problèmes à elles, mais elles analysent leur relation, on va dire, avec ces personnes dominées, en se présentant justement comme des personnes, vous voyez, des bonnes patronnes. Par exemple, elles vont critiquer le racisme des autres, critiquer la maltraitance des travailleurs domestiques par les femmes du 16e, critiquer
plein de choses en se présentant comme étant de bonnes patronnes, etc., de bonnes patronnes non racistes. Sauf que quand on leur parle, derrière leur discours antiraciste, il y a quand même une sorte de racisme à peine dévoilé que j'ai dû absolument j'ai dû mettre en œuvre beaucoup de stratégies pour comprendre, pour voir ce racisme caché qui était dans leur discours. Par exemple, il y avait une idée de différence culturelle qu'une patronne mettait en avant pour dire que finalement, elle pourrait jamais comprendre sa travailleuse haïtienne parce qu'il y a une différence culturelle entre elles. Et que, à cause de cette différence culturelle, non seulement elle ne pouvait pas la comprendre, elle la trouve bête, et elle le dit exactement comme ça, en se demandant si c'est raciste de dire ça. Elle peut pas, elle s'étonne de tout, hein, la nounou, elle utilise un parfum, ça l'étonne. La nounou connaît Obama, elle est étonnée. Les enfants de la nounou font de grandes études. Ah bah tiens, mais ça n'a rien à voir avec, bah, c'est pas grâce à sa maman, quoi. Donc plein de remarques comme ça. Et du coup, à la fin de la recherche, au dernier entretien, je lui dis: «Mais est-ce que tu penses, est-ce que vous pensez», je crois qu'on se voyait, qu'est-ce que vous dites en fait, je voulais savoir dans quelle place elle me donnait dans cette recherche-là. Est-ce que moi aussi, j'étais dans cette différence culturelle, quoi? Hein, on parle ensemble pendant plusieurs, voilà, entretiens. Est-ce que moi aussi, elle me voyait avec cette différence culturelle? Alors, je vais vous lire ce qu'elle m'a répondu. Ben, il y a une différence culturelle, au sens où vous savez beaucoup plus de choses que moi sur elle, que même en ayant vécu 6 ans avec elle, enfin voilà, il y a des choses que vous comprenez d'emblée, voilà, que moi, sauf si on me le dit, bon, je n'arrive pas à réussir à la comprendre. Donc, est-ce qu'il y a une différence culturelle? Oui. Et puis, la patronne nuance sa réponse en considérant ma position d'enquêtrice, quoi. Donc, elle n'oublie pas complètement que je suis quand même doctorante, je viens la voir, et cetera. Et elle me dit: «Et puis, en plus, vous êtes dans un travail de réflexion, vous êtes en train de me, non, ce n'est pas une différence culturelle, c'est une différence, je ne sais pas comment, le qualifier, mais, vous réfléchissez à tout ça, et cetera. Donc moi, je vous raconte, je vous déballe, ce que je vis, et cetera. Donc on sent qu'elle est pas très, très à l'aise. Donc elle sait pas complètement si je suis pour elle dans cette différence culturelle par rapport à elle ou bien si elle doit me voir autrement, uniquement en fonction de mon statut de doctorante qui vient lui poser des questions. Et donc elle du coup, tout d'un coup, elle se sent obligée de me raconter ses premières réactions avant de participer à la recherche, hein. J'ai fait une annonce, et quelqu'un lui a dit: «Ben oui, ce serait intéressant». Elle participe. Après, elle me dit que c'est quelqu'un que probablement je connais, mais bien sûr, elle me dit pas qui c'est, donc je saurai jamais, par qui je l'ai rencontré, mais elle accepte que je vienne, que je travaille avec elle et là, elle me dit: «Mais votre nom est quand même assez spécial, quoi». Donc quand elle a vu mon nom, voilà, je ne savais pas que j'avais un nom spécial, mais voilà, pour elle, mon nom était spécial et je me suis dit: «Ouh là, c'est quoi c'est qui cette personne, quoi?» Ça vraiment, j'étais là: «Mais qui c'est?» C'est marrant, elle fait un machin là-dessus, voilà, le mot thèse ne sort pas. Elle fait un machin et cetera, bah et du coup et après elle s'est posé tout plein de questions, et si je connaissais sa nounou? Avant de se dire: «Beh, c'est pas parce qu'elle est haïtienne elle aussi qu'elle va connaître ma nounou, quoi». Donc voilà et donc du coup elle déconstruit elle-même, tout ce qui lui est passé par la tête et en fait, finalement, avec mon nom et de toute façon quand on me voit ou quand elle me parle au téléphone, elle voit tout de suite que je suis une haïtienne. Donc si je suis une haïtienne, elle ne peut pas forcément, se permettre de sortir des propos, visiblement racistes, on va dire, des propos racistes comme ça. Enfin, en fait, il y a beaucoup de censure, hem, dans son Rosemary discours, resterait quoi. à moins de 5 minutes là, peut-être 3 minutes. D'accord, OK. Donc du coup, moi, ce qui m'est passé, après, c'est que finalement, de la même manière qu'elle s'est auto-censurée dans le discours, moi, je pense que je me suis aussi auto-censurée, pas forcément dans l'analyse, mais dans la restitution ou je sais pas, parce que même si je lui posais des questions, même si j'essayais de déconstruire avec elle certaines choses, et ben, finalement,
je me demande si j'ai pu vraiment la conscientiser jusqu'au bout par rapport à cette affaire de racisme, parce qu'à la fin de la recherche, elle m'a dit qu'elle se sentait déculpabilisée, quoi. Donc, ça veut dire que le fait de travailler avec elle sur le racisme l'a déculpabilisée par rapport à des choses qu'elle raconte, qu'elle a fait, en fait, qu'avait subi cette nounou et qui, moi, m'ont révoltée. Donc, je me suis dit, mais pour qui elle me prend, en fait? Pour qui elle me prend? Dans quel camp elle me met? Est-ce que mon écoute clinique ne l'a pas portée à penser que j'étais d'accord avec son point de vue, que je justifiais même ce qu'elle me disait? Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire à la fin? Bon, OK. Donc voilà, donc la clinique, c'est intéressant. Il faut aussi regarder les rapports sociaux et ça a des impacts à la fois sur la légitimité du savoir, mais aussi dans la relation même de recherche avec des personnes, qu'elles soient dominées ou dominantes. Voilà. Merci. Super, merci Mirly. Et toujours aussi intéressant et vivant. Je vais couper l'enregistrement.